Bonsoir classe, et aujourd'hui, notre chapitre, c'est le chapitre concernant la monnaie. Nous allons parler de la monnaie non seulement en forme, mais aussi à propos de ses fonctions. Et peut-être un peu plus tard dans le cours, on va parler du financement de la monnaie, mais on va rester plus ou moins sur la description, la définition et surtout les fonctions de la monnaie. Donc, pour ainsi dire, premier point, c'est qu'est-ce que la monnaie? La question, c'est qu'est-ce que la monnaie? Et la monnaie, c'est quoi? Et monnaie, on appelle pas de monnaie, argent, c'est quoi? Alors, bon, on peut même poser la question, et si la monnaie n'existait pas? Alors, c'est quoi la monnaie? En termes de définition, la monnaie est définie comme l'ensemble des moyens de paiement immédiatement utilisables et acceptés par la communauté par le règlement des échanges. Elle constitue donc un moyen de procéder à des échanges pour et entre les individus. Donc, on dit que la monnaie est l'ensemble des moyens de paiement immédiatement utilisables. Donc, utilisable, c'est-à-dire que utiliser, mais aussi accepté. Lorsqu'on parle de accepter, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que la monnaie est acceptée de tous. C'est-à-dire tout le monde accepte que ça que y a baywa, il accepter, il a confiance dans lui. Donc, pour faire notamment le règlement des échanges. Ensuite, on a vu en ce qui a trait à la définition. On va voir maintenant le concept de dématérialisation de la monnaie. Donc, dans le mot dématérialisation, on voit le mot matériel. Donc, dématérialisation, et cela sous-entend que monnaie a une sorte de matériel, donc on va prendre plus ou moins immatériel en quelque sorte. Bon, on ne va pas dire invisible, mais plus ou moins immatériel. Donc, le processus, il y a les comment? Tout d'abord, la dématérialisation de la monnaie, il y a trois phases. Premièrement, il y a la phase de monnaie marchandise. Il y a ensuite la phase de monnaie fiduciaire. Et ensuite, il y a la phase de monnaie scripturale. Maintenant, on commence par la phase de la monnaie marchandise. Donc, au début, la monnaie marchandise, c'est-à-dire la monnaie, était considérée comme une sorte de marchandise. Notamment, si on vous rappelle que au début, on était possédé par des trocs, c'est-à-dire si vous avez besoin de 4 cabrites, vous avez un bœuf poulet, si vous avez besoin de 6 moutons, vous avez 20 poules poulet, etc. Donc, c'était par des trocs. Donc, ensuite, à l'arrivée des trocs, les trocs viennent démodés, ils ont utilisé ça relais et l'utilisation des coquillages. C'est-à-dire pour un marchandise quelconque, des doivent faut tant coquillage, etc. Ensuite, au fur et à mesure, coquillage a été remplacé par des métaux. Pas des métaux précieux, non, mais par des métaux quelconques. Donc, des métaux plus ou moins qui pourraient prendre place. Et par exemple, nous avons utilisé des haches. Ensuite, pelle chinoise a été utilisée comme monnaie d'échange. Ensuite, il y a les anneaux et d'esclaves, etc. Donc, on passe de la monnaie marchandise à la monnaie métallique. Ensuite, toujours en termes de monnaie métallique, je dis que les premières pièces métalliques qui furent frappées, c'est-à-dire frappées avec effigie de monde, ils remontaient avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je dis c'est sur le territoire français. Donc, première pièce métallique côté gain yo t'a plaqué yo, gain qui t'a fait en or, gain qui t'a fait en argent et gain qui t'a fait en bronze tout. Donc, premier monnaie ça yo t'es commencé plaqué yo. Donc, après 10 ans yo pas vraiment de bonne qualité. Lundi ça rondeur pas vraiment respecté parce que c'est des pièces de monnaie qui ont été frappées quelconque. Donc voilà, nous avons le stratère d'or de Philippe de Macédoine, c'est-à-dire pièces de monnaie qui viennent faites en l'or, donc métaux précieux. Donc nous passons de marchandises à métaux simples, ensuite à métaux précieux. Donc voilà, donc les premières pièces de monnaie que nous avons là. Ensuite, par gain ça vient arriver. Donc l'autre phase de dématérialisation, c'est la monnaie fiduciaire. Alors le mot fiduciaire, si nous regardons bien dans le livre là, fiduciaire vient du latin fiduciare, qui veut dire confiance. C'est-à-dire, son monnaie que côté mounio pour mettre confiance là-dedans. Et voilà. Ça n'a regardé là, c'est les parents l'autre bagaille que un bout de papier. Mais un bout de papier que mounio met confiance dans yo, qui dit que livre autant, donc yo bali une certaine valeur. Donc là, nous gagnons devant nous 50 francs. Et 50 livres, pardon. Donc 50 livres là,
Ouais que assigné de 50 livres, donc il a placé confiance dans morceau papier ça, on dit que il vaut 50 livres. Donc c'est par rapport avec confiance ça, fiduciaire et confiance, donc nous parlons de ça la monnaie fiduciaire, donc une monnaie qui est basée sur la confiance. Voilà, donc ça nous avons 500 francs qui peut-être te vaut et deux billets, là nous avons 5 francs, donc son confiance qui est placée dans le billet ça, donc c'est ça fait la monnaie fiduciaire, donc la monnaie basée sur la confiance. Ensuite, donc voilà, toujours en termes de pièces de monnaie, donc voilà. Donc ici, on a un billet de 5 francs, donc justement, j'en ai dit c'est que monnaie ça, c'est lui-même qui a brûlé la monnaie fiduciaire, donc basée sur la confiance, si bon l'autre bagaille qui est un morceau de papier. Ensuite, nous avons monnaie en carton en 1917, donc toujours un morceau de carton, mais basé sur la confiance. Ensuite, nous avons, voilà, et par exemple, un billet de 1000 gouttes, il parle l'autre bagaille que un billet de 1000 gouttes, mais qui gagne une certaine confiance. Donc, tout le monde connaît que billet ça, son billet de 1000 gouttes, donc il a placé une certaine confiance dans lui. Ensuite, nous allons ça la monnaie scripturale. Et la monnaie scripturale lui-même, c'est venu de script écriture. Donc, lorsqu'on parle de monnaie scripturale, le premier bagage qui vient dans la tête, non, c'est l'écriture. Donc, c'est une sorte d'argent basé sur les écritures. Premier exemple qui vient dans la tête, non, par exemple, il y a un carnet de banque. Par exemple, un carnet de banque, il y a un bon chiffre là-dedans, et bien chiffre ça représente des monnaies, mais c'est de la monnaie scripturale. Un chèque, par exemple, un chèque, c'est en monnaie scripturale. Là, nous mettons en carte de crédit ou en carte de débit. Il n'est pas forcément en monnaie scripturale, mais c'est un support qu'il a pour identifier en monnaie scripturale. Donc, c'est une sorte de support que lié. Maintenant, nous autres, le processus de dématérialisation de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie, les sortie de matériel, les passé en métallique. Ensuite, les venu avec la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire ou bien ça ne déclare les papiers monnaie. Pour ensuite, nous venir dans monnaie et scripturale. Mais de nos jours, nous avons parlé tout de monnaie électronique. Donc voilà, donc monnaie électronique, donc ça me fait que la monnaie de plus en plus, la immatérielle, donc monnaie électronique, on a dit son monnaie totalement virtuelle. Donc processus de dématérialisation de la monnaie, et nous avons dit son processus qui lui-même l'a continué. Maintenant, quelle est la valeur de la monnaie? Je dis la valeur d'une unité de monnaie est fondée sur la quantité de biens et de services qu'elle permet d'acquérir. C'est un point qui est très important. Je dis que la valeur d'une unité monétaire est fondée sur la quantité de biens et de services qu'elle permet d'acquérir. Justement, valeur en monnaie, c'est pas écriture qui est écrit sur l'air. C'est quantité de bagailles qu'on a acheté avec et quantité de monnaie ça. C'est peut-être ça. Lorsqu'on parle parler de valeur en monnaie, il y a deux types de valeurs que vous pouvez tenir compte. Il y a la valeur réelle et la valeur nominale. Alors, valeur nominale là, 1000 gouttes était 1000 gouttes. Par exemple, 1000 gouttes en 2000, 1000 gouttes en 2022, c'est toujours 1000 gouttes. Mais est-ce que vous avez la même valeur? Du tout pas. Pour qui ça? Parce qu'en 2000, quantité de bagages que je acheté à 1000 gouttes, c'est pas la même quantité de bagages ça que je acheté aujourd'hui en 2022 avec 1000 gouttes. Donc, justement, la valeur de la monnaie, c'est quantité de biens avec services que je procuré de lui, mais non pas et ça qui marqué sous billet. Donc, il dit que la valeur interne de la monnaie est égale à l'inverse du niveau général des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout autant niveau général des prix, c'est-à-dire inflation, l'a augmenté, c'est plus monnaie à la perdu de valeur. À l'inverse, si inflation a baissé, c'est plus que monnaie a bien valeur, donc monnaie a bien plus pouvoir d'achat. Ça veut dire qui ça? Tout autant il y a inflation, je veux dire le gonflement de la quantité de monnaie en circulation d'inflation se traduit par une baisse de la valeur de la monnaie. C'est-à-dire tout autant il y a plus monnaie en circulation qui bat inflation, donc c'est plus que valeur cobla et valeur monnaie la perdu valeur. Donc le cas de Haïti, donc tout autant que il y a la vie chère, il y a inflation en Haïti, c'est tout autant que goutte là lui-même la vie plus faible parce que genre de là la valeur de la monnaie interne, je dis qui est égal à c'est l'inverse du niveau général des prix. Donc voilà. Donc je dis une monnaie faible
voit son pouvoir d'achat en marchandises se réduire à travers le temps. Bon, exemple de good là, que nous suivons là. Donc, on dit que en monnaie faible, donc la pourrait que le pouvoir d'achat en marchandises l'a réduit de temps à autre. Donc, l'autre concept que nous avons, c'est les fonctions de la monnaie. Donc, nous c'est le processus de dématérialisation, nous avons valeur monnaie, donc nous voyons les fonctions de la monnaie. La monnaie, il y a pratiquement 3 fonctions au sein de l'économie. 3 fonctions. Première fonction de la monnaie, tout d'abord, la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Justement, c'est à cause de la monnaie, à travers de la monnaie, que il y a des échanges qui y fait. Donc, c'est peut-être ça, c'est un intermédiaire des échanges, donc ils permettent échanges faits. C'est-à-dire, ils permettent m'acheter livre, ils permettent m'acheter machine. Donc, moun qui gagne machine pour le bon, faut me l'argent. Moun qui gagne bah on est en radio et moun qui gagne radio pour le bon radio, faut que c'est comme là pour me bali. Donc, c'est un intermédiaire des échanges, c'est l'argent pour faire que échange lui-même les fait. Ensuite, la monnaie c'est une unité de compte. Lorsqu'on parle de unité de compte, c'est même genre sous point les unités de volume, par exemple mètre cube, décimètre cube, les unités de poids, donc on nous prend gramme, kilogramme, les unités de hauteur ou bien de surface, mètre carré et décamètre carré. Donc tout ça c'est des unités. Eh bien, les comptes aussi ont des unités. Par exemple, compte good, compte dollar, et compte Dutch mark, compte livre, compte euro. Voilà, donc tout autant on peut identifier compte là avec une unité. Donc justement, on peut identifier un compte avec une unité monétaire. Donc l'autre fonction de la monnaie, c'est en unité de compte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, troisième fonction de la monnaie, réserve de valeur. Réserve de valeur, là, ça veut dire qui ça? C'est lorsque peut-être vous serrez l'argent, et bien pour l'argent, rapporte et plus comme demain. Donc, vous placez l'argent pour joindre plus comme demain. Donc, c'est ça, les troisième fonction de la monnaie, ça aurait les réserves de valeur. Donc, 3 fonctions de la monnaie, intermédiaire des échanges, unité de compte, et ensuite, et réserve de valeur. Maintenant, qui sont mesurer la quantité de monnaie? Oui, et dans toute économie, et Banque centrale a pour devoir pour contrôler ou bien mesurer la quantité de monnaie qui est en circulation. Mais pour mesurer la quantité de monnaie en circulation, ils utilisent les agrégats monétaires. Donc, pour mesurer la quantité de monnaie au sein d'une économie, des agrégats monétaires sont définis. Tout d'abord, on a M1. On dit M1, agrégat étroit, qui comprend la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue détenus auprès des institutions financières. Donc M1, c'est toute monnaie fiduciaire, tout billet, l'argent qu'on a, toute pièce de monnaie avec tout dépôt à vue qui est dans la banque. Ensuite, l'autre catégorie, c'est M2. M2, en plus que le gain M1, ensuite c'est agrégat côté au gain dépôt, préavis, etc. Donc, pour un résumé. Ensuite, les agrégats larges qui comprennent M2, plus, etc. Donc, pour classer monnaie, il y a utilisé 3 types d'agrégats, M1, M2 et M3. Donc, voilà. Donc, M1, je dis M1, je classé dans l'ordre. Donc, de plus liquide, c'est-à-dire M1, au moins liquide. Par exemple, l'agrégat M1, je dis, c'est la monnaie au sens strict. C'est-à-dire qu'il y a les billets et les pièces de monnaie, je me dis du roi. Ensuite, il y a les dépôts à vue des ménages, des entreprises, etc. Ensuite, M2 lui-même, c'est un intermédiaire entre M1 et M3. C'est-à-dire, avant je M3 ou je M2. Donc, M2, la donne qui s'en gagne, c'est les dépôts à terme, les dépôts préavis inférieurs à 3 mois, etc. Puis M3 qui s'en gagne, la donne, c'est tous les dépôts, par exemple, toutes les dépôts et les monnaies qui en sont en stock et en billets ou bien en dollars américains. Mais il faut dire que rapidement, chaque pays pas classé monnaie de la même façon. Par exemple, en Haïti, agrégat monétaire nous est différent. Par exemple, agrégat monétaire nous est M1. Regardez là, peut-être une petite zoom. M1, c'est toute monnaie en circulation et plus dépôt à vue, en coude. Ensuite, M2 à lui-même, il y a M1 à la donne, plus les dépôts d'épargne, les dépôts à terme. Et M3 lui-même, c'est toute monnaie qui en dollars américains qui sous
qui dans le système économique là, donc on va mettre M3 là-dedans. Donc pour contrôler la quantité de monnaie en circulation, par exemple là, nous avons un tableau de BRH de 2019 donc qui voit nous quantité de monnaie en circulation. Donc sous pour une quantité de monnaie en circulation en millions de gouttes, nous avons pratiquement 377 milliards et de gouttes qui pratiquement en circulation et au sein de l'économie haïtienne. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour contrôler la quantité de monnaie en circulation, il faut utiliser trois agrégats, M3, M2 et M1. Donc, c'est ça, les agrégats monétaires que nous avons pour approfondir nos coûts de macroéconomie que nous avons et dans les sessions à venir. Maintenant, on parle aussi de monnaie et activité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de monnaie, donc la monnaie, là, c'est pas pour décorer, c'est pas pour garder dans la caisse. Donc, la monnaie, là, tout, c'est par rapport pour faire des activités. Maintenant, lorsqu'on parle de monnaie et activité, controverse qui existait par rapport à la monnaie. Il y a la formule de la théorie quantitative de la monnaie. Par exemple, il parle de la quantité, l'inflation. Donc, il y a un problème que la monnaie est posée, il dit que approche dichotomique là, il dit que tout autant il y a une quantité de monnaie qui est en circulation, c'est-à-dire qu'il y a trop de en circulation, la provoquer l'inflation. Donc ça c'est les fondements de l'analyse dichotomique. Ensuite, Ken si même pour aller dans l'autre sens, il dit que Kembe monnaie n'est pas un problème parce que la monnaie la permet pour faire plus cob à l'avenir. Donc, et garder la monnaie, c'est pas poser problème. Donc, c'est deux courants qui sont censés opposés donc par rapport à l'activité de la monnaie. Et on dit que la monnaie tout lui permet que et une parfaite flexibilité des prix. Donc, nous avons toujours discuter là-dessus. Maintenant, une cause, nous avons dit que la monnaie, ça le provoqué, c'est l'inflation. Donc, l'inflation lui-même qui s'allie. Et il dit que, et le plus souvent par définition, il dit que l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Donc, nous allons le faire anti-chita sur l'inflation. Parce que qui dit monnaie, surtout en Haïti, qui dit monnaie, le plus souvent, ça vient, c'est l'inflation. Parce que pour gérer l'inflation, il faut avoir une bonne politique monétaire. Donc, l'inflation, c'est quoi? Je dis l'inflation désigne une hausse du niveau général des prix. Donc, ça, c'est la définition que tout le monde en sait de l'inflation. Je dis sa maîtrise constitue aujourd'hui un objectif prioritaire de la politique économique. Donc, toute politique économique est basée sur son priorité et la maîtrise de l'inflation. Ensuite, stabilité des prix est censée créer le meilleur environnement pour le développement des activités. Donc, la gestion de l'inflation, donc c'est une bonne gestion et de politique monétaire. Donc, il dit que l'inflation peut se définir comme une hausse générale, durable, auto-entretenue du niveau général des prix. Il s'agit d'un indice pondéré et nous croyons que nous faisons parenthèse sous les côtés nous calculer IPC. Donc, calcul de l'inflation, on fait à partir de l'IPC qui est l'indice des prix à la consommation. Maintenant, il y a différents termes qui sont associés à l'inflation. On parle d'inflation rampante, on parle d'inflation galopante, on parle d'inflation importée. Donc, l'inflation rampante, je dis que c'est une inflation qui est située entre 4 et 5% et jusqu'à peut-être 9 et 8 à 9%. Donc, si vous avez un taux d'inflation qui est entre 4 et 5%, on parle d'inflation rampante. Donc, entre 8 et 9%, on parle d'inflation rampante. Donc, si l'inflation retrouve dans le niveau ça. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'inflation galopante. L'inflation galopante, c'est lorsqu'on a une inflation à deux chiffres. C'est-à-dire, si on a une inflation de 10%, si on a une inflation de 15%, une inflation de 20%, le cas d'Haïti, une inflation de 25%, donc on parle d'inflation galopante. Ensuite, on parle aussi de l'inflation importée. Donc, l'inflation importée, c'est par rapport à une inflation qu'on gagne à partir d'un produit côté prix augmenté sur le plan international. Par exemple, une inflation importée, et c'est lorsque nous avons prix baril pétrole a augmenté sur le plan international, et bien nous avons créé la vie chère, et bien ça, vous parlez de ça, de inflation importée. Maintenant, il y a le terme désinflation, déflation et déflation, désinflation. Donc, déflation aussi.
Donc, déflation, désinflation. Donc, il dit que lorsque l'inflation se stabilise entre 0 et 4,5%, nous avons un régime de basse inflation. C'est-à-dire, objectif toute politique monétaire et dans le pays, c'est une inflation qui, bon, on ne peut pas dire qu'un pays a une inflation 0%, mais il faut une inflation qui est plus petite que 4%, et ça veut dire que l'inflation ou gérer de façon stable. Maintenant, j'en ai dit, il y a trois notions qui par rapport à l'inflation. Il y a désinflation, déflation et hyperinflation. Maintenant, pour différencier désinflation et déflation, nous prenons l'exemple d'un automobile. Et si mon machine, m'a bail bel gaz, m'a pesé, là, on a inflation. Maintenant, pendant ma bail bel gaz là, si me lever pied sur accélérateur, la machine n'a pas campé pour autant. Ou bien la machine n'a pas fait battre. Donc, l'aime lever pied sur accélérateur, machine n'a toujours pas le devant, mais il n'est pas allé à la même vitesse là. C'est désinflation. C'est-à-dire toujours une inflation, mais vitesse inflation a diminué. Donc, c'est ça, il est désinflation. Alors que déflation lui-même, mettre machine sous bac. Déflation, son inflation négative, donc machine n'a fait bac. Alors que désinflation, toujours une inflation, mais rythme là, pas à la même vitesse. Son inflation, vitesse est diminuée. Alors que déflation lui-même, son inflation négative, donc il fait bac. Bon, hyperinflation, bon, nous avons dans le cadre de hyperinflation allemande, son inflation qui est beaucoup plus que 50%. Son taux d'inflation qui dépassait pratiquement 50%. Donc, voilà, donc, nous, pour calculer les mesures et taux d'inflation, nous avons une formule là. Bon, comme ce n'est pas un objectif en cours de mathématiques, donc nous ne pouvons pas rentrer trop les détails, mais c'est vous dire c'est à partir de calcul de IPCA, donc son variation, donc l'inflation en elle-même, c'est un taux de variation. Maintenant, quelles sont les causes de l'inflation? Rapidement, nous parlons qui ça qui causait l'inflation. Je dis l'inflation, est d'origine monétaire. Comme nous avons parlé de monnaie à l'air, nous parlons que l'inflation est d'origine monétaire. Par rapport justement à la théorie quantitative de la monnaie, si nous avons une formule MV égale à PT, eh bien, M représente dans la formule la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. V lui-même, c'est vitesse de circulation de la monnaie. Lorsqu'on parle de vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire c'est si on prend un billet 1000 gouttes, combien de temps il prend pour passer de nan même, pour la nommer cousine moyen, pour la nommer dame dans marché, pour la nommer qui à la banque, pour la nommer businessman, pour la nommer importateur, etc. C'est-à-dire même billet 1000 gouttes, c'est vitesse de circulation de la monnaie. Ensuite, il est égal à P, P qui c'est niveau général des prix, et T qui c'est volume de transaction. Maintenant, par, genre qu'on dit ceteris paribus, toute chose étant égale par ailleurs, si V avec T était constante et que masse monétaire là lui-même augmenté, eh bien P lui-même l'a pas augmenté. Donc ça veut dire que ça, tout autant gain en quantité de monnaie en circulation, c'est plus prix à augmenter. Bon exemple très simple dans la salle de classe là. On dit que, bon, par contre, qui est d'apprendre, bon, prend n'importe non, on dit que Vanessa dans la classe là, Vanessa a vendu bonbons. Il vend bonbons, sachet bonbons et 25 gouttes. Maintenant, si je buy un bon matin, je chaque étudiant et 50 000 gouttes. C'est-à-dire, chaque étudiant 50 000 gouttes cash en de la classe ça. Vous pensez, Vanessa a kembe bonbon 25 gouttes, connaissant que connaît chaque monde qui a 50 000 gouttes dans le non. Mais justement, parce qu'il y a trop de en circulation en de la classe là, Vanessa a bien tendance à monter prix bonbon 25 gouttes là, beaucoup plus. Il va même mettre 100 gouttes ou bien 500 gouttes, parce que comme tout le monde a 50 000 gouttes dans la poche, donc dépenser 500 gouttes dans bonbon, il ne peut pas déranger. Donc justement, s'il y a trop de monnaie en circulation, donc la fait qu'il y a inflation au sein de l'économie. Donc, l'autre cause de l'inflation, première cause c'est à partir de monnaie, s'il y a trop de monnaie en circulation. Donc l'autre cause de l'inflation, c'est l'inflation par la demande. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc justement, si on produit il y a trop de demandes pour lui, et bien automatiquement, le prix produit ça va augmenter. Parce qu'il y a trop de demandes pour lui. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est ça l'inflation par la demande. C'est-à-dire, s'il y a trop de demandes pour quel que soit le produit, eh bien, le prix va augmenter. Donc, c'est l'inflation par la demande, la loi de l'offre et de la demande. Ensuite, il y a l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, c'est, par exemple, si on fait un produit, et que matière première pour faire produit a prix augmenter, et bien immédiatement prix produit qu'on va faire a augmenter. On dit que ma produit en bas, dès qu'on vend bocal en bas $80 haïtiens, maintenant prix pistache a augmenté.
prix sel augmenté, prix pour moulin là augmenté, eh bien immédiatement et quantité $80 que nous compte vendre, eh bien automatiquement prix à lui-même l'a augmenté, eh bien c'est ça l'inflation par les coûts parce que matière première yo augmenté considérablement donc prix produit a augmenté donc c'est inflation par les coûts. Donc nous avons inflation et monétaire par rapport à la quantité de monnaie. Ensuite nous avons inflation par la demande, l'offre et la demande et puis nous avons inflation par les coûts. Ensuite, ça les facteurs structurels qui ont influencé l'inflation. Par exemple, structure de marché. Structure de marché, ça va dépendre. Par exemple, sur un monopole. Donc, un monopole, c'est-à-dire son entreprise côté, c'est seul lui-même qui est sur le marché. Et bien, si l'entreprise a connaît seul lui-même qui est sur le marché, donc, automatiquement, la vente plus donc, et son tendance est pour que il y ait inflation. Ensuite, il y a des facteurs socioculturels. Donc, si et agent par exemple prévoir augmentation des prix, eh bien psychologiquement reconnaît prix on produit pas le monter, eh bien il peut le cours acheter et bien avec service avant que le prix augmente, eh bien croyant ça la fait que l'inflation elle-même dit continuer. Ensuite et je parlais de l'inflation et en facteur institutionnel. Je dis l'inflation est considérée comme le mode de régulation de l'économie, c'est-à-dire par le degré d'interventionnisme de l'État dans le fonctionnement et de l'économie, c'est-à-dire l'État lui-même qui doit provoquer une inflation non pas par de bonnes décisions, mais à partir de mauvaises décisions. Donc, c'est les facteurs qui influencent l'inflation. Donc, il y a un effet de l'inflation, justement, c'est diminution de pouvoir d'achat. C'est-à-dire par le fait que et nous connaissons que ça les répartitions des revenus des ménages. Donc, si que il y a inflation dans l'économie, eh bien, automatiquement, on va une perte de pouvoir d'achat par rapport à une catégorie. Donc, là, ça, on va commencer à gagner une économie tout, côté on va gagner des classes sociales défavorisées, etc. Tout ça à cause de l'inflation. Donc, ce sont des effets de l'inflation pratiquement. Ensuite, donc, nous avons parlé de l'inflation, des inflations et hyperinflation. Donc, rapidement, si on regarde le schéma, donc inflation justement, nous inflation a grimpé, pendant était beaucoup plus raide. Ensuite, il est toujours à monter, mais et pendant vient moins raide, donc vient un petit adoucissement. Ensuite, déflation lui-même, il chuté. Donc, c'est pour schématiquement pour expliquer désinflation, déflation et hyperinflation. Donc voilà, et pour la monnaie et l'inflation. Donc, pas charger nous trop. Nous, ouais, l'essentiel. Donc, tout et point yo dans le livre là, mes amis, et point ça que moi, la monnaie, etc. Et l'IO approfondir connaissance nous. Et s'il y a des questions, n'attendons volontiers. Donc, merci beaucoup. Donc, n'a continué et n'a pas de questions.